Salut, je m'appelle Eve et aujourd'hui je vous présente ma série d'interviews liées au froid. J'ai tourné ces interviews pour aller à la rencontre de personnes qui ont vécu une expédition dans le grand froid, ou pas forcément une expédition, mais du bivouac par exemple, enfin qui ont une expérience liée au froid. Et j'ai tourné ces interviews en prévision de ma propre expédition qui aura lieu mi-février dans le nord de la Finlande et la Norvège, pour me donner du grain à moudre, éventuellement des conseils, de l'inspiration surtout. Voilà, je vous laisse découvrir ma première invitée. Et voilà. Moi je vais essayer de pas tomber de ma... Ah ouais, pardon. Non, c'est bien comme ça. Elle est stable. Voilà. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour Eve. Aujourd'hui, j'interviewe Nathalie Courtet. Donc Nathalie a traversé de nombreux pays. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de lui poser plus de questions, en particulier sur une expédition qui a eu lieu en 2014, où tu es partie pendant 2 mois et demi, c'est ça? Ouais. 2 mois et demi, 71 jours exactement, Ouais. c'est ça? Plus l'aller, plus le retour. Plus l'aller, plus le retour. Ouais, ça en fait un peu plus de 2 mois et demi en tout. Ouais. En Laponie, en plein hiver, seule avec ses skis, sa très lourde poulka. Et voilà, et donc moi ça m'intéresse particulièrement parce que je prévois une expédition qui ressemble un peu en beaucoup moins long. C'est pour ça que j'invite Nathalie aujourd'hui sur mon plateau. Magnifique le plateau. Le plateau qui vient d'être fauché, donc c'est parfait. Et je te connais par la formation d'accompagnateur en montagne, parce que Nathalie est aussi formatrice pour la formation, et donc je l'ai eue en formatrice il n'y a pas très longtemps. Je te laisse te présenter. Mon nom est Nathalie Courtet, voilà, je suis originaire du Jura, j'y suis toujours, voilà, pur sucre. On me demande toujours, je suis née entre une racine d'épicéa et une racine de gentiane. Malgré ces attaches bien enracinées quand même, j'ai toujours bourlingué partout dès que j'ai pu. Que ce soit à vélo, à pied, à ski donc. Ouais. Je suis une grande curieuse, je crois. C'est ça qui te meut dans tes expéditions? Ouais, c'est en tout cas pas du tout comme certains peuvent le croire. Souvent, des défis sportifs ou tout ça, c'est vraiment... le fait de vouloir aller dans des endroits un petit peu insolites nécessite de se bouger un peu physiquement. Mais voilà, c'est plus juste un moyen, quoi. Est-ce que tu penses que le fait d'être né dans le Jura, ça a influencé ce besoin d'aller, là en particulier dans le Grand Nord par exemple? Alors oui, en particulier dans le Grand Nord, oui, c'est clair que les origines jurassiennes, ça y est pour quelque chose. Moi j'ai toujours pratiqué à l'extérieur depuis ma plus tendre enfance. Voilà, je pense que j'ai commencé le ski de fond sur le dos de mon père dans le porte-bébé. Voilà. Donc ouais, le froid, l'hiver, c'est une saison que j'aime particulièrement pour tout ce qu'elle comporte de silence, de calme, de douceur. De douceur dans les reliefs où tout est tellement plus feutré. Puis c'était plus facile aussi à préparer par le fait, parce que y a quand même tout ce passif qui fait qu'on n'est pas novice, quoi. Il y a des choses qui sont presque innées par rapport au froid, par rapport à la gestion de la température, par rapport à un tas de choses. Et puis pour le reste de mes voyages, non, je pense que c'est surtout mon enfance et l'éducation qu'on m'a prodiguée qui fait que j'ai toujours aimé bourlinguer, quoi. Aussi, il y a la notion d'effort. Toi, au départ, tu as fait de la compétition, non? Dans le ski de fond, je sais plus. Ski de fond et vélo, mais très peu. C'était toujours quand même... c'était du pur plaisir. Moi, à l'époque, je courais, j'ai dû courir jusqu'en junior. Donc ça s'est pas éternisé. Junior, c'est quel âge? 17 ans. À partir du moment où ça devenait un peu trop contraignant au niveau des entraînements, en fait, j'ai totalement arrêté. Ça prend trop de temps. Ouais, ça prenait trop de temps, ça devenait trop stressant. Et c'était clairement pas pour moi. J'allais plus compétition, c'était le plaisir de retrouver en fait les copains et copines des autres clubs. Et j'ai même pu être, je pense, un peu bout en train dans les pelotons de vélo. Enfin voilà quoi. Donc non, je suis clairement pas faite pour la compétition. Mais quand même, dans la notion d'effort, te rebute pas du tout. Non, je pense que je trouve du plaisir dans l'effort physique, sachant que il y a toujours une récompense au bout. Voilà quoi. Mais une fois de plus, c'est ça qui me meut, c'est plus l'idée de la récompense au bout, que ce soit un paysage, une rencontre, peu importe, plutôt que
que l'effort Que- pour l'effort Oui, lui-même, quoi. ou d'être meilleur qu'un tel. Ah ouais, enfin, non, d'être alors là, la meilleure. j'y ça. pensais même pas à ça. Oui. Ce qui sous-tend quand même beaucoup de choses dans notre société, mais voilà, ça c'est pas quelque chose vers quoi tu tends. Non, du Tu te tout. com- et du tu te tout. compares ou pas? Non. Non, ça Non. c'est une grande chance, hein. Non, jamais. Enfin, non. D'accord. Non, je pratique. Alors c'est marrant cette question parce que du coup je pratique, même encore aujourd'hui, hein, je cours, je pédale, je Ouais. fais plein de choses, mais de manière entre guillemets purement égoïste dans le sens où jamais je compare à d'autres ou partage mes traces ou partage Ouais. ceci, cela, parce qu'en fait, non, c'est pour mon plaisir, c'est pour ma pratique et j'ai Mais pas oui. du tout besoin d'annoncer au monde entier que j'ai fait 9 km tel matin Strava, en ouais. courant quoi, sur Strava ou autre. Ouais. Non, jamais. D'accord. Et alors, comment tu articules ton métier d'accompagnatrice en montagne avec cette passion pour les grands voyages? Eh ben justement, c'est très... tout ça se goupille merveilleusement bien parce que mon métier d'accompagnatrice, alors je suis comme beaucoup en indépendante, hein, Ouais. donc me permet, ben, si je veux, par exemple, de travailler 6 mois d'affilée et puis ensuite de dire, ben, c'est bien, j'ai mis un petit peu d'argent de côté, Ouais. maintenant je vais pouvoir partir 3 mois et puis voilà. Enfin, j'ai travaillé 16 ans dans l'industrie avant, Ouais. donc avec un emploi du temps très figé. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière, Ouais. ne serait-ce que pour la liberté que ce nouveau métier d'il y a Oui, plus ça de fait 20 déjà un ans. moment, ouais. Ouais, ça fait 22 ans, moi. Mais en fait, que la liberté que ça me procure, Ouais. justement, de l'organisation de mon emploi du temps, mais sur des périodes longues, c'est à vision 1 an, 2 ans. Ouais. Ok, je travaille pendant 1 an au plein pot. Ouais. Et après, ben, je pourrais partir 6 mois. Alors, c'est pas des voyages qui me coûtent cher, hein, non plus. Oui, c'est ça aussi, oui. Ouais. À part un peu de matos, mais tu l'as déjà. Ben non, je l'ai déjà pour Ouais, travailler, c'est donc, vrai. Ouais, c'est vrai. donc non, finalement pas. Ouais. Mais pendant que je suis pas ici, je mets jamais d'essence. Du coup, je mets pas d'essence dans ma Oui, voiture. c'est La vrai. nourriture souvent me coûte moins cher dans les pays où je vais. Ouais. Je me déplace, comme disent les Anglais, by fair means, Ouais. donc sans moyen de locomotion autorisé. Et très souvent, je dors sous ma tente, donc, Oui, c'est ou vrai. par des Ouais, réseaux, tout ça. Donc en fait, j'ai que ma nourriture Ouais. et éventuellement un billet. Ouais. Mais en fait, Et ça me tu- coûte moins cher de voyager que de rester chez moi. Ah oui, et tu payes pas de loyer chez toi. Non, Tu es je paye pas de propriétaire, loyer donc chez ça moi. c'est quand J'ai un même trop appartement. pratique. J'ai un appartement. Ouais. Alors, tes expéditions, tu es partie souvent seule ou souvent accompagnée? Enfin, il y a une tendance plutôt Je pense qu'au final, plus souvent accompagnée quand même, Ouais, même si j'ai fait quelques voyages longs seul, ouais, mais quand même plus souvent accompagnée, parce que tout au début, on voyageait beaucoup avec mon mari. Ouais. Après, avec des amis ou collègues, hein, même sur du long, hein, enfin du long, moi je parle de long à partir du moment où ça passe de 3 mois, quoi. ouais, Et puis ensuite, ben voilà, j'avais eu un gros projet, bon, au final qui a duré 18 mois, mais je savais pas pour combien de temps je partais. Donc là, ben, compliqué de trouver quelqu'un, là c'est comme ça devient compliqué à trouver Ouais. des binômes, quoi, sur des Ah périodes ouais, longues ouais, comme c'est ça, des gens qui soient disponibles, qui soient... Donc je suis partie toute seule, mais après on rencontre aussi des gens en cours de route. Ah oui. Enfin, voilà, quoi. Je parle, c'était sur un voyage à vélo long, Ok. 18 mois. Et puis voilà, en tout cas c'est pas ça qui va m'arrêter aujourd'hui. Ouais, voilà, tu sais C'est-à-dire que que tu peux... je vais éventuellement chercher des coéquipières, peu importe. Mais si ben, ça fait pas, c'est pas ça qui va m'empêcher de partir. Tant pis, Ouais. je partirai toute seule. Ouais. Quoi. C'est comme ça d'ailleurs que Oui, le projet de la Laponie, enfin, c'est ce qui a fait que je suis partie toute seule. On devait Ok. partir à 3, c'est tombé à l'eau, sur une autre destination, tout ça est tombé à l'eau. Mais moi, il fallait que je parte quand même voir ce grand nord en Ouais. hiver. Et donc j'ai dit, bah tant pis, je pars toute bah, seule. j'y vais. J'y vais quand même, quoi. Trop bien. En modifiant certaines choses, en adaptant, quoi. Bah ouais. Et donc justement, sur cette expédition, donc que tu as appelé, il y a un titre pour cette expédition? Parce qu'il y a le titre du livre. Il y a le titre du livre, ça s'appelle 71 et autres faits divers. Et moi, enfin, il y avait eu un film aussi qu'on avait appelé Amendement de 71 degrés solitude nord. Ah ouais. Et voilà, pour moi, c'est mon expérience qui fout le cas, quoi. Ouais. Quoi, rien de plus. Une fois de plus, je suis pas très média. Enfin, Oui, voilà. ouais. Il y aurait pu y avoir tout un tapage à propos de ça.
Voilà, une femme qui part toute seule, 2 mois et demi dans le Grand Nord, en autonomie complète, tout. Mais une fois de plus, je suis pas très... Ça n'a pas fait de pub autour, quoi. Enfin, non, du tout. Et le film qui a été réalisé, vous par- l'avez montré dans des festivals Ouais, il est surtout passé dans les festivals de films d'aventure, quoi. Ouais. C'était un film, le réalisateur, c'était Damien Artero, qui est de pas très loin d'ici, hein, parce qu'il était de... Ouais, il habitait à côté de Grenoble. Ok. J'ai oublié le nom exact. À côté de Grenoble, il est toujours là dans la région. Et ça s'est fait... Parce qu'au départ, tu pensais pas du tout faire un film, toi. Mais non, moi, je partais avec un appareil photo quand même, histoire de faire quelques clichés, sachant qu'ils allaient tous être pareils, c'est-à-dire tout blanc à droite, à gauche, dessous. Voilà, des fois bleu au-dessus, mais des fois blanc aussi. Et puis, j'avais rencontré cette personne lors d'un festival, parce que moi, j'avais déjà écrit des livres sur des voyages à vélo. Ouais. Et voilà, c'était la comédie du livre à Montpellier. On avait été invités autour d'une table ronde. Et puis, Damien Artero m'avait interpellé par son alimentation. Et donc, je l'avais recontacté pour ça, parce qu'il fallait que je prépare tous mes repas. Je l'avais rappelé pour ça, mais il m'avait dit, mais tu sais, en fait, je suis réalisateur. Ben, je dis, non, je ne savais pas. Donc, voilà comment c'est parti un peu. En fait, le truc de faire un film, moi, j'étais pas forcément pour au départ. Ouais. Voilà. Enfin, il y a eu un deal. Mais il t'a convaincu? Il m'a convaincu parce que lui, du coup, il montait avec le fourgon, donc il me proposait aussi en contrepartie de un peu faire la logistique, c'est-à-dire de m'accompagner, enfin de monter avec son fourgon, donc tout mon matos et tout, donc ce qui était quand même une grosse épine en moins pour moi par rapport à comment monter là-haut, quoi. Ouais. Et puis après, surtout, enfin voilà, on a fait 10-12 jours, je crois, au début ensemble. En pointillé, parce que lui il montait tranquillement avec son camion, donc on se retrouvait à des points où ma trace croisait sa route. Voilà, les 2 premiers jours il m'a accompagné entièrement parce qu'il avait trouvé quelqu'un pour monter son fourgon un peu plus haut. Okay. Et surtout, lui quand il m'a accompagné comme ça jusqu'au Cap Nord, mais on se voyait on se voyait pas tous les jours, hein, loin de là. Moi ça m'a permis un peu de quitter l'atmosphère un peu sécurisée petit à petit. Ouais. De faire de faire éventuellement quelques ajustements. Et puis après, ça a permis aussi qu'il pose mes ravitaillements que je vais récupérer en cours de route. Ah oui, c'est lui qui a posé les cartons chez les gens? C'est lui qui a posé les cartons aux endroits, Okay. Et après, il m'a envoyé les coordonnées GPS de mes cartons et après, chasse au trésor. Okay. Voilà. La trace n'était pas complètement pas du tout. Établie, quoi. Pas du tout. Vraiment des très très grandes lignes. Parce qu'une fois de plus, j'étais dans un mode contemplatif sur cette expé. Donc, je skiais jusqu'à la débâcle. Ouais. Au moment où, de toute façon, je ne peux plus avancer, les rivières, je ne peux plus traverser, les lacs, je ne peux plus skier dessus non plus. Donc, c'est la débâcle qui fait que ça s'arrête. Après la débâcle, on peut plus aller à ski. Ça ne marche plus, quoi. Voilà, ça ne marche plus. On passe à autre chose. Donc, je ne savais pas où je serais au moment de la débâcle. Ok. Et après, c'était du coup au jour le jour ou tu prévoyais sur plusieurs jours d'avance? Non, c'était pas tout à fait au jour le jour parce que déjà avec ma poulka, je pouvais pas prendre des pentes très raides, donc je faisais mon itinéraire en général 3-4 jours à l'avance. Ouais. J'avais pas, enfin à l'époque, on n'avait pas les moyens non plus comme maintenant pour prendre la météo et tout. Ouais. J'avais un téléphone satellite quand même par sécurité, mais que j'ai pas utilisé, donc en gros j'avais pas la météo. Ah oui. Donc il fallait que je passe vraiment par des endroits où j'étais à peu près certaine de m'en sortir. Ouais. Mais voilà, notamment au niveau de relief, je préparais 3-4 jours à l'avance. Oui, d'accord. Ouais. Et du coup, tu n'avais pas l'équipement quand on part à ski de rando, le DVA, pelle, sonde, ça, il y avait... Alors j'avais bien sûr une pelle, j'avais une sonde aussi. T'avais une sonde quand même pour savoir le manteau neigeux? Ouais, j'avais une sonde pour savoir combien de neige j'avais pour planter ma tente, éventuellement pour faire un abri, pour faire tout ça, enfin savoir, voilà. Ouais. Pour aller chatouiller l'oreille d'un ours qui hiberne. J'ai beaucoup aimé l'anecdote. Mais ouais, il me semble que j'avais une sonde, je suis même plus sûre, mais si, je crois que j'avais une sonde, une pelle bien sûr. D'accord. Non, DVA j'avais pas. Non, parce que tu passais pas sous des pentes avant la chose. Jamais. Ouais. C'est relativement plat. Les moyens vraiment d'aller se mettre dans des pentes ou sous des pentes. Je suis allée dans le Sarek, mais je suis restée dans les vallées très larges parce qu'une fois de plus, de toute façon, je peux pas passer avec la poulka que ce soit en montée ou en descente. Oui. Et alors, tu disais, dans les dernières pages, tu abordes les aspects techniques. Ouais. Et tu disais que quand ça dépassait ton poids de corps, ça devenait trop dur à porter. Mais avant, ça allait. En fait, à chaque fois que je rechargeais, enfin, au moment où je suis partie, à chaque fois que je rechargeais un ravito,
Du coup, effectivement, la poulka, enfin, ce que j'avais à traîner était beaucoup plus lourd que moi. Ouais. Donc ça Et là, il y avait vraiment un palier. À partir du moment où je commençais à tirer mon poids ou un peu moins, il y avait vraiment un palier en fait. Je sentais vraiment la différence, quoi. Ouais. Malheureusement, j'étais plus souvent au-dessus de mon poids ouais. à tirer. Ouais. Et tu t'es pas... Parce que tu dis que tu arrives, tu es en pleine forme, Ouais. donc tu t'es pas usée avec ce voyage. Bah non, c'était pas le but. Bah non. Et puis comme il n'y avait pas de destination à atteindre, comme il n'y avait pas d'objectif final défini, ouais. eh bien, il m'est arrivé par des magnifiques journées sans vent, de trouver une cabane ouverte au bout de 10 km. Ouais. Et dire, c'est l'occasion pour laver quelques fringues, pour faire sécher, d'allumer un feu dans la cabane, il y a toujours du bois, et cabane là-haut, et de me reposer, quoi. Ouais. Parce que c'est l'opportunité qui fait que c'est ce jour-là qu'on doit se reposer. Donc non, il était hors de question que je rentre en mauvais état de toute façon. Ouais, non, c'est trop long. Si on rentre en mauvais état, c'est que, enfin pour moi, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion, quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est pas entendable. Ouais. Ouais. Et ça permet du coup d'enchaîner avec d'autres trucs. Voilà, pas arrêter beaucoup. En fait, c'est le premier cette année là, le premier printemps où je suis pas repartie. Ah. D'habitude entre mes saisons là, je repars un coup, et là, ce printemps, je suis pas repartie parce que depuis des années et des années que j'enchaîne, quoi. Ouais. Saison expé, saison voyage, saison machin, saison, et en fait là, j'ai éprouvé vraiment le besoin juste de me poser un mois, de régler des choses qui s'accumulaient que je peux pas faire à distance non plus. Donc c'est la première année où j'ai eu un mois sans boulot et où je suis pas partie, quoi. Ah ouais. Enfin si, je suis quand même partie un petit peu faire du vélo dans le Morvan, un petit peu aussi. Mais quand même, faut pas non plus rester s'ennuyer à la maison. Non, ça risque pas. Enfin, je suis partie 2 fois 5 jours, mais c'était pour voir. Enfin, je mets plein de gens que je connais sur la route, que j'ai pas vu depuis longtemps, et qui devient. Enfin, voilà, il y a tout ce côté aussi social ici, parce que quand on est sans arrêt en Bourlane, faut veiller à bien maintenir les liens avec les gens, avec les amis ici quand même. Quoi. Quand on est nomade, c'est un vrai sujet. C'est un vrai souci, c'est un vrai sujet, Parce qu'on a toujours besoin de ce réseau autour de nous, je pense. On a besoin du réseau, on perd de vue beaucoup de monde à vivre comme j'ai fait, même si on a toujours été bien, je dis on parce qu'il y avait aussi mon mari à l'époque, même si on est resté toujours vigilant justement quand on rentrait à aller revoir un tas de monde, tout ça, parce que nous, quand on rentre de ces grands voyages, on a toujours l'impression que le monde s'est arrêté quelque part, là où on l'a laissé. Mais non, en fait, tout a continué. Et quand on part 7-8 mois, ça va, quand on part 1 an et demi, mais ça va tellement vite, la vie aujourd'hui, que tant de choses ont changé, que nous, on n'a pas oublié les gens, parce que nous, on vit dans un contexte exceptionnel, extraordinaire. Par contre, pour les gens, c'est juste, on est parti. Oui, puis là, tu reviens. Mais tu reviens, on ne sait même pas si tu es revenu ou pas. Donc si nous, on ne fait pas l'effort... Oui. Enfin, c'est pas un effort, c'est un plaisir. Mais si nous, on va pas vers les gens à ce moment-là, ça fait une grosse sélection, quoi. Ouais. Par rapport au moment où t'es parti en mi-février, c'est ça ? Ouais. Et c'était donc, je regarde la carte. Je suis partie le 9 février, je crois que j'ai démarré mon itinérance à Ivalo le 14 février. Et alors, est-ce que la neige était très profonde et encore très sèche, ou elle était déjà tassée ? Non, c'était l'horreur. C'était mouillé. Ah, c'était mouillé. Non, c'était mouillé. Et d'ailleurs, Damien Artero, le réalisateur, première journée, il avait suivi de me suivre. Et lui, pour pouvoir prendre de l'avance sur moi, il était parti avec un fat bike. C'était le tout début des fat bikes. On en parlait très très peu encore. Il a monté des méga pneus. Pour pouvoir rouler sur la neige, lui, il pensait pouvoir suivre et me devancer pour aller préparer ses plans et tout ça, en suivant les traces de motoneige. Le réseau motoneige, c'est carrément un réseau parallèle en fait à la route, l'hiver dans ce pays. Et en fait, la neige était telle que avec son fat bike, ça allait pas, il a galéré, du coup il était obligé, il a quand même pris une paire de skis, mais qui était une paire de skis de rando alpin. Donc il est obligé de chausser des grosses chaussures pour avancer. Alors il a une poulka bien sûr beaucoup plus légère que la mienne, mais n'empêche qu'il a galéré, enfin ça a bouleversé pas mal des choses. Enfin voilà, il a fait du motoneige stop pour avancer plus vite et aller poser ses plans, enfin sa caméra, tout ça. Faire d'autres plans aussi, voilà, de faune un petit peu,
d'autres plans nature. Quoi. Et donc toi, fallait que tu traînes une poulka lourde dans de la neige lourde. Ouais, dans de la neige, j'ai eu tout comme neige, Ouais, parce qu'après j'ai eu des chutes de neige, donc j'ai eu tout. J'ai eu de la neige lourde, j'ai eu d'ailleurs ces périodes où la température repassait au-dessus de zéro. Moi c'était galère parce que j'ai fait l'intégralité du parcours avec les pots. Hein. Pour tracter, j'étais obligée, sinon je tractais pas. Et en fait, dès que ça devenait trop chaud, et ben, je bottais avec les pots. Je paraffinais sans arrêt, mais je bottais tout le temps. Donc je préférais, pour moi la température idéale c'était entre moins 10 et moins 15. Et là je restais sur la neige sèche ou gelée, et là c'était facile quoi. Mais j'ai eu de la neige dure, j'ai eu de la neige fraîche, poudreuse, pas très épaisse, mais sur les 40. Et puis j'ai eu de la neige mouillée, Donc il faut s'attendre à tout. Et puis des sastrugies aussi, tu sais, Ça c'est les... Ouais, les bosses formées par le vent, enfin les crêtes formées par le vent. Certains endroits, il y a eu aussi ça, donc avec la poulka, ça c'est pas simple. Ça casse le dos, quoi. À chaque fois, la poulka, elle fait blam, blam. Par rapport au vent, justement, est-ce qu'à un moment, c'est quand même, t'as réussi à en faire ton allié, enfin, ou à ne pas le détester trop c'est comment la relation avec le vent dans quand ces il n'y en pays? avait pas. Ouais, c'est ça. Non, il y a pas toujours du vent fort, hein. Mais effectivement, sur 2 mois et demi, je le savais, hein, sur 2 mois et demi, on ne peut pas faire autrement que certains jours d'avoir du vent fort, très fort. Voilà. Du vent à plus de 80-100 km/h. Que ce soit sous la tente, c'est problème. Quand on avance, quand on avance de face, il y a des jours où il y a eu des jours où, enfin, j'ai souvenir d'un jour en particulier où j'avançais pas, quoi. Enfin, c'est... mais voilà, et tu t'es pas dit, je vais rester, je vais monter ma tente et puis je vais attendre que ça passe Il y arrive un moment, il y a toujours le dilemme entre monter sa tente et le risque qu'elle casse. Ah oui, c'est vrai. Et ne rien monter du tout, et comme ça on prend au moins pas le risque de casser du matériel, quoi. Donc voilà, et pourtant, c'était pas simple, quoi. Et pouvoir monter une tente, une fois que le vent il est à plus de 80 km/h, ça c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est avant de partir de s'assurer que la tente, elle se monte en étant tout seul, même en plein vent, quoi. C'est-à-dire qu'on va d'abord arrimer au sol avant de mettre les arceaux et tout ça, quoi. Et que c'est pas en la montant que du vent fort ne puisse pas déjà tout arracher. Quoi. Ça c'est vraiment c'est primordial, quoi. Toi, ah oui, par rapport à l'équipement, ta tente c'était quoi par exemple comme modèle de marque? C'était une Exped, une Venus 2 extrême. Et alors t'en as été content? Globalement oui, voilà, elle était spacieuse, elle était globalement oui. Après il y a une nuit où j'ai tenu les arceaux, j'avais peur que tout pète, quoi. Voilà, ça a tordu d'ailleurs, mais bon, je ne sais pas s'il existe une tente. Oui, c'est ça, ou ça ne l'aurait pas fait. À part des 4 saisons qui sont plus lourdes aussi, qui sont... c'était une 4 saisons, mais elle n'était pas lourde? Elle n'était pas très lourde, hein, je crois qu'elle faisait 2,8 kg. Oui, c'était une 2 places, j'avais la place de tout rentrer à l'intérieur, sauf la poulka bien sûr, mais je laissais que la poulka dehors. Et par contre, toutes les affaires qui étaient sur la poulka, je pouvais les mettre à l'intérieur. C'était une 2 places confort. Donc en étant toute seule dedans, j'étais à l'aise. Et ça, c'est pareil. Pour moi, c'était primordial d'avoir toutes mes affaires sous la main et de pouvoir rentrer tous mes sacs dans la tente. Et notamment les nuits où j'ai eu des grands vents, j'étais contente. Ça m'a permis de faire du poids aussi dans la tente. De répartir du poids dans la tente, de caler des sacs avec du matos dense dedans, contre les arceaux pour pouvoir déjà maintenir le bas des arceaux pendant que moi je maintenais le haut, quoi. Ok. Et t'as eu des avaries matérielles importantes? Ouais, quand même. J'ai cassé mon brancard. Le brancard, c'est la partie qui sert à relier mon harnais à la poulka, à la luge, qui était un brancard rigide, métallique, alu. Sur une erreur d'appréciation, je pense de la fatigue qui s'accumule sans qu'on s'en rende compte du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tellement en forme physiquement qu'il faut être très vigilant, en fait, que ce ne soit pas les jambes, mais que ça reste bien le cerveau qui décide. Et ça, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est par un message laissé sur un téléphone, bref. De la part de mon père, où c'est lui qui a eu ces mots, fais attention, c'est tes jambes qui sont en train de décider à la place de ton cerveau, alors que je ne l'ai même pas eu en direct, il avait compris ça juste à ma voix, sur un message aussi que j'avais laissé, parce que je n'avais pas pu les avoir, enfin bref, c'était répondeur.
Et effectivement, j'ai cassé mon brancard sur une erreur. Voilà, il y a une congère de 2 mètres. Je ne peux pas la prendre en restant accrochée à la poulka parce qu'elle va me taper dedans. Ouais. Donc je me dételle, j'envoie la poulka. Et voilà, une fois sur un nombre incalculable de fois où j'ai fait cette opération, Ouais. et ben là j'ai oublié de retourner la poulka et de l'envoyer le cul en avant. Ouais. Et donc le brancard est parti en avant, il y avait 2 mètres, il y avait une souche, une seule. Elle est venue s'empaler, le brancard est venu s'empaler sur la souche, il a explosé quoi. Okay. Et voilà, et j'ai vu partir la poulka, le brancard en avant, et je me suis dit, là, c'est trop tard quoi, et ça n'a pas loupé quoi. Donc voilà, à quel point la moindre erreur d'appréciation peut être fatale quoi. Ouais. Et il faut toujours être dans l'anticipation, et enfin voilà, la principale casse, elle aurait pu être évitée. Ouais. J'étais dans la forêt, fort heureusement. Suite à ça, 2 gros coups de bol. Déjà, bon, j'étais dans la forêt, donc j'ai pu faire une espèce d'attelle. Enfin, ça tenait pas, donc j'ai fini par tirer la poulka comme ça à bout de bras, quoi. Et puis, je suis tombée sur une cabane qui n'était pas marquée sur ma carte. Et j'arrive là, et il y avait un balai, et j'ai sacrifié le manche du balai pour le tailler en diamètre pour pouvoir l'enfiler dans les 2 bouts cassés de mon brancard. J'avais de la ficelle en Kevlar, j'avais du fil de fer, j'avais une lame de scie à métaux. J'avais quand même beaucoup de choses moi pour réparer. Et donc j'ai pu tendre tout ça en ayant donc enfilé le bout de manche à balai dans les 2 parties de mon brancard. Ça m'a suffi, ça a été allé pour faire. Il me restait 3 semaines quand même. Ah, il restait 3 semaines. Ouais, il restait 3 semaines quoi. Et ça a fait. Il est toujours comme ça d'ailleurs. Ah, et t'as gardé tout le matos Ouais, je l'ai gardé parce que ça m'arrive pour faire des ravitaux sur des refuges dans le Jura, tout ça, suivant ce que je fais dans mon boulot. Et ben d'avoir besoin de la poulka, donc j'ai gardé. Et puis c'est pas dit que je reparte pas un jour. Auquel cas je changerai le brancard quand même, je repartirai pas avec celui-là. Tes corps morts, à un moment je crois que tu utilises des couvercles. Ouais. Mais des couvercles, des petits couvercles comme ça. Ouais, je les ai toujours. Tu perces, tu passes quelque chose. Je fais 2 trous que j'ai bavure et je passe un petit bout de cordelet de Kevlar dedans. Et ça, je fais un nœud et ça c'est mon corps mort. Et à l'autre bout je fais une boucle un peu plus grande de manière à pouvoir passer en tête d'alouette dedans en fait. Et en fait en mettant ces petits corps morts, donc beaucoup d'un kilo de moutarde, de cornichons, donc ça coûte pas cher de récupérer les couvercles. Et en fait, je les mets bien perpendiculairement, avec la ligne, comme quand on t'a appris à faire un ancrage en formation. Et voilà, je tasse à peine la neige dessus, et le lendemain, il fallait que je les sorte, à la pelle, au piolet, je sais plus, mais c'était béton, quoi. Tu dis que tu avais emmené une hache, non? Ah oui, c'était avec la petite hache que je l'ai déterré les corps morts. Ah ouais. Exactement. Donc tu avais la hache, mais est-ce que tu avais le piolet? Non, j'avais pas de piolet. Mais j'avais une hache et une scie, bien sûr. Ouais. Et tu penses que le piolet, parce que pour moi, c'est vraiment la chasse au poids, et est-ce qu'un piolet seul suffirait par rapport à la petite hache? Quoique après, il y a des haches pas très lourdes. J'avais surtout pris la hache et une scie, c'était pour le bois, quoi. Ouais, donc, mais je suis pas sûre qu'il y ait trop de bois, moi, vers là où je dirais. Non. Et puis... Non, moi, j'ai pas eu besoin trop de ma... Si, pour faire du petit bois dans les cabanes. Des fois, j'ai besoin de la hache. Parce que dans les cabanes, souvent, il y avait du bois, il n'était pas forcément petit, il y avait des haches qui étaient très grosses. Et finalement, pour faire du petit bois, tu sais, où tu as les doigts pas loin... C'est pratique une petite hache. Mais tu sais, une petite hache. Oui, c'est vrai, maintenant ils en font des toutes petites. Et c'est forcément un petit plus lourd peu que le piolet quand même. Qu'un piolet léger, oui. Voilà, j'imagine. Que mon piolet qui a 35 ans, je suis pas sûre. Ah oui, non, ça c'est possible. Voilà. Après, moi je partais 2 mois et demi quand même. Donc pour moi c'était essentiel d'être capable de faire un feu éventuellement dans la nature s'il m'arrive un pet physique ou autre et que je puisse pas, parce que j'ai pas toujours dormi dans les cabanes. Hein. Donc pour moi ça faisait partie du matos de sécurité d'avoir une scie, une hache en portant 2 mois et demi dans le Grand Nord. Finalement t'étais beaucoup dans la forêt ou non. Très peu surtout? Le début assez, oui, et puis après je suis arrivée trop haut en altitude, il n'y a plus de forêt. Hein. Est-ce qu'il y a de la forêt et des cabanes, puis après il n'y a plus rien? Ni forêt, ni cabane, ou des cabanes? Ça. Ouais, il me semblait que sur la carte que je regardais... Surtout toute la partie finlandaise, non, des cabanes il y en a partout. Mais les cabanes, par exemple en Norvège, elles sont très chères. Les cabanes non gardées, elles sont très luxueuses, mais elles sont très chères. Je veux dire, il faut avoir, déjà il faut acheter la clé.
Alors ça, moi je m'étais procuré une clé suite à un gros coup de vent. J'avais rencontré des skieurs qui m'avaient demandé où c'est que j'avais dormi la nuit dernière. J'ai dit sous ma tente. Je dis ouais, j'ai pas dormi. Enfin, vraiment, j'ai passé une sale nuit. Et il me dit on est 3, on a 3 clés. Il faut que tu achètes une clé. Il faut que tu ailles dans les cabanes. Dans des conditions comme ça, tu te poses pas la question, tu vas dans des cabanes, quoi. J'ai dit ouais, mais j'ai pas d'argent pour payer la cabane. Je crois que c'est 30-35 € la nuit. En cabane non gardée, et c'est bon, enfin je vais pas mettre 30-35 € la nuit, quoi. Et donc il m'avait dit mais non, mais en cas de gros vent comme ça, peu importe que tu payes pas la cabane, voilà, ça reste un refuge. Ça reste un refuge. Donc voilà, il m'avait vendu la clé, j'avais encore assez d'argent pour acheter la clé. Après, effectivement, sur des prévisions qui étaient très très mauvaises, j'ai passé dans la même cabane. Une fois, je m'étais arrêtée 2 nuits parce que juste c'était pas. Ouais, après c'est une question de survie aussi. Oui, c'est une question de sécurité, quoi. De sécurité, ouais. Ok. Mais voilà, donc des cabanes, il y en a. Oui. Mais qui sont en Suède, en Norvège, voilà, c'est payant. Sur la partie finlandaise, il y a des cabanes très régulièrement qui sont belles, qui sont, en tout cas, moi je trouvais luxueuses, quoi. Et avec du bois, avec des toilettes sèches, et qui sont très régulières et ouvertes aux tout venants et gratuites. D'accord. Voilà. Après, moi, de toute façon, à chaque fois que j'ai trouvé, j'ai exploré, je suis allée voir le moindre chiure de mouche qui était sur la carte, qui pouvait être une cabane. Tu passais. Je passais, quoi, parce que comme j'étais, une fois de plus, pas du tout dans un objectif de défi ou de record ou je ne sais quoi, pour moi, de toute façon, chaque nuit que je pouvais passer en sécurité et un minimum à l'aise, c'est tout, je veux dire, pouvoir me tenir debout, et bien, de toute façon, je prenais, quoi. Et au final, je n'ai passé que, je crois, un petit tiers, entre 25 et 30% des nuits sous ma tente. Et voilà, j'avais une caisse à outils, donc il m'est arrivé aussi de démonter des portes de cabanes, je parle pas de maison, hein, mais de cabanes qui étaient fermées. Des fois simplement pour pas que la neige rentre dedans ou des choses comme ça, hein, j'imagine. Hein. Mais du coup, de démonter 3-4 vis pour pouvoir rentrer dedans, de dormir. Et puis après tu refais. Bien sûr, de tout remettre en état. De toute façon, je pense que quelqu'un qui serait passé, jamais on peut voir où je dors. Ça, c'est... Sauf le manche à balai. Sauf le manche à balai, j'ai sacrifié le manche à balai de la cabane pour pouvoir tracter ma poulka. Les animaux, j'ai vu des élans, des gloutons. Ah ouais? Et puis pas grand chose d'autre. J'ai suivi désespérément une famille d'élans sur une rivière gelée pendant une demi-journée. Mais putain, dès que j'étais à... Ah, ils ne se laissaient pas approcher? Ah non, pas du tout. J'étais à 400 mètres, 500 mètres. Et en fait, ils voyaient que j'étais derrière. Donc, Et l'autre animal, c'est lequel? Le glouton. C'est quoi déjà un glouton? Le glouton, c'est un tout petit ours. Ah. C'est pas très très gros, c'est plantigrade, on dirait un petit ours, mais par contre c'est un carnivore. Et il peut très bien venir déniapper une tente. Il porte bien son nom. Ouais, exactement, pour chercher la bouffe et tout. Donc puis il est tenace, quoi. C'est de la teigne. Donc ça par contre je l'aime moins, quoi. J'ai vu pas mal de traces. Parce qu'à chaque fois que je suis montée en Laponie, j'ai vu des traces. Ça fait vraiment les traces d'ours, mais beaucoup plus petites. Voilà. Et il dort pas lui, enfin il hiberne pas. Non. D'ailleurs non, les autres fois que je suis montée en Laponie, ça pouvait être mars, tout ça aussi. Et à chaque fois on a vu des traces. Manger, donc, tout l'hiver. Ouais. Ok. Des lagopèdes peut-être. Oui, alors des lagopèdes en pagaille. Oh là là. Alors c'est marrant parce que il m'est arrivé. Enfin, j'ai le souvenir d'une nuit. Mais alors dans le grand blanc, quoi, j'avais vu personne, enfin dans le grand blanc, je pose ma tente dans un très léger mouvement de terrain pour me dire s'il y a du vent qui se lève. Et il y avait juste des petites pousses de bouleaux nains là, qui sortaient à peine du manteau neigeux. Et il est venu, autour de ma tente, ces lagopèdes qui m'ont fait passer une nuit juste à la fois magique, parce qu'il y avait tous les lagopèdes autour de la tente, et à la fois horrible parce qu'ils ont cacté mais toute la nuit. Donc ils m'ont fait un raffut d'enfer, comme s'ils voulaient absolument... Alors je leur ai parlé et tout, mais visiblement je répondais pas comme il faut à leurs questions, parce que ça n'a pas arrêté de la nuit. Alors c'est marrant parce que,
Enfin, d'habitude, ces oiseaux sont plutôt craintifs et Ouais, vont c'est fuir. ça. Ils vont Je pas- sais pas s'ils avaient jamais vu d'humains. Ah, Je me ouais. suis posé la question. Mais en fait, ils n'étaient pas du tout sauvages et ils sont restés là, mais tout le temps que je suis Ah, restée. ouais. Quoi. Ou alors c'était leur lieu de rassemblement. J'ai pas vu de crotte, j'ai pas Ah, vu. ouais. Enfin, avant que j'arrive, en tout cas, il n'y avait pas Il y avait trace rien, de, ok. de Ah non, alors de ils leur étaient campement là. juste très curieux. Ben oui, enfin bref, souvenir de ça. Et puis d'autres endroits aussi. Une fois, j'ai dormi sur une espèce de corniche là. Et pareil, je me souviens avoir entendu les lagopettes qui Ok. étaient restées là. Mais bon, là, j'étais dans une zone qui était un petit peu boisée, donc c'était différent en tout cas Ouais. comme écosystème. C'est rigolo parce qu'il y a une fois, en parlant d'animaux toujours, il y a Damien donc, qui filmait. Donc il s'était posté en haut, il filmait, moi j'avais la tente un peu plus bas, et Ouais. en fait entre la caméra et la tente, il est passé un renard que moi j'ai pas vu, Ah. j'étais à la tente, moi je l'ai pas vu, et dans le champ des caméras il passe un renard, Trop donc bien. voilà, ben oui, de toute façon je voyais des traces. Hein. Ouais. Quand c'était un petit peu boisé, après vraiment dans le Grand Nord, Finnmark et tout, Oui, là, je là il n'y voyais a rien, plus personne. rien, Ah, ni ouais. personne, ni trace, ni rien. C'est Non. trop inhospitalier en fait. Ben il y a rien. Ouais, c'est ça. Vous y trouverez rien à manger. Rien à manger, il n'y a rien quoi. C'est des zones qui sont habitées par un peu les lapons, mais l'été, Ouais. où ils ont leur camp, mais l'hiver ils sont pas là du tout, ils sont au bord de mer dans leur maison, hein. Donc il n'y a rien. Il m'est arrivé de croiser des fois un lapon en motoneige qui cherche, qui regarde, qui cherche où sont ses rennes en fait. Ah ouais, Voilà. ok. Mais moi j'ai même croisé dans ces endroits, j'ai même croisé très peu de rennes. Non, c'est du néant presque, il n'y a Ah ouais. rien. Il n'y a rien. Et alors du coup ça pousse à une sorte de une forme de méditation, tout ce blanc là, parce que tu dois avoir l'esprit blanc au bout d'un moment, je sais pas. Ouais. Et alors c'est rigolo parce que par rapport à la méditation, j'ai une amie qui fait de la méditation régulièrement, tout ça, et j'ai fini par lui poser, mais en fait c'est quoi Et parce que moi je suis quand même quelqu'un de très pragmatique, très terre à terre à la Ouais, base. ouais. Et elle me dit, c'est le fait de penser à rien quoi. Ouais. Tu penses à rien, tu te concentres sur l'instant présent. Voilà, par exemple, quand je prends une douche, je sens l'eau qui coule sur ma peau, tout ça. Oui. Ah, je suis d'accord. Bah, du coup, en fait, non, pardon, moi qui ai l'impression de ne jamais méditer, en fait, je suis sans arrêt en méditation, quoi. Ouais, c'est ça. Même si ça se voit pas du tout, même si mon esprit reste très alerte à ce qui se passe autour et tout. Je suis pas quelqu'un qui médite dans le sens où je suis pas quelqu'un qui me pose de questions. Ouais. Enfin bref, je sais toujours pas la définition exacte de la méditation. L'état il se rapproche, en fait, tu le fais pas exprès, mais il n'empêche que Ouais, c'est ça. ton Moi, je esprit crois à un que moment il se vide moi, dans tout ce Ah ouais, mais de toute façon, il y a longtemps que j'ai plus rien dans la tête. Depuis longtemps. Comme tout bon accompagnateur qui est sans arrêt en train de se vider la tête. Il y a des préoccupations qui passent. C'est plus des préoccupations, encore une fois, terre à terre, où si le vent se calme pas, comment je vais faire. Oui, Donc, il des faut que je choses trouve un vraiment endroit. C'est de pragmatiques, l'anticipation, en ouais, fait, qui me permet d'anticiper pour pas aller au carton. Ouais. Mais la méditation, ben non. Enfin. Oui, je sais pas la définition de la méditation. Voilà, j'ai toujours eu du mal avec ça. Moi, je suis pas une méditative, voilà. Enfin, en tout cas, je fais pas de yoga, des choses comme ça. Mais dans ma pratique, j'ai l'impression quand même qu'effectivement, moi, quand je suis toute seule dans le grand blanc pendant des jours comme ça, c'est que de l'extase, quoi. C'est que bonheur. Ouais. Je profite, je regarde au loin, voir si je vois des animaux. Je suis attentive au moindre petit soubresaut loin qui, forcément, dans les endroits comme ça s'apparente tout de suite à une effervescence. Tu vois. Je pense que le fait d'être... je pense qu'on entre comme ça dans la nature, la vraie nature, quoi. Dans des grands espaces, comme on entre un peu dans d'autres milieux, dans d'autres mondes qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation et puis après, on sent vraiment un changement. Moi, j'ai changé un changement par exemple, par rapport à la perception du mouvement. Ouais. Tout bouge ici. Tout bouge. Les feuilles des arbres, machin, tout bouge. Tout le temps. Alors qu'il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de bruits. Ouais. Même si là, on a l'impression d'être au calme. Moi, j'entends le bruit là sur la route. Ils ont attaqué les travaux, j'entends le bruit là-haut. Les oiseaux, tout ça. Et là, on se retrouve dans des endroits, quand il n'y a pas de vent, où le silence, il est pur, quoi. Ouais. Et du coup, bien sûr, les autres sens prennent le dessus. Ouais. Et le moindre truc qui bouge à 2 bornes, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tout de suite, on le repère, quoi. Ouais. Alors que pas ici, quoi. Ouais. Parce que là, on est plus saturé par plein de trucs. Voilà, on est saturé par un tas de choses proches, quoi. Ouais.
Et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup les grands espaces, quoi. De me sentir vraiment toute petite au milieu du rien, extrêmement vulnérable. Moi, quand j'étais là-haut, clairement, je me sentais animale. Animale avec mes seuls besoins, c'était mes besoins vitaux. Me nourrir, me protéger du froid, dormir, et puis faire mes besoins. Mais ça revient à ça, quoi. Me protéger, mais je me sentais vraiment animale, quoi. À un tel point que quand j'ai retrouvé donc Damien Artero, quand je lui ai dit, ok, je suis à tel endroit, c'est là qu'il faut venir me chercher, j'ai fini. Il m'a dit par après qu'en fait, sur la première semaine, que j'ai été absolument invivable. Ah ouais. Mais la première semaine au retour. Ça m'étonne pas. Une fois rentré, ça va, parce que le fait d'être avec lui, de repasser dans des villes, de retourner dans des grandes surfaces, voilà quoi. Le choc. Mais qu'au moment où on s'est retrouvés, les premiers jours, que j'étais invivable. Alors qu'on était encore avec la Poulka, parce qu'il voulait compléter les images, éventuellement refaire, c'est ce qu'on a fait, refaire des scènes de choses qui m'étaient arrivées mais que j'avais pas pu filmer. Moi j'avais pris grand plaisir à être, du coup on était dans le Padjelanta, et du coup on avait trouvé une petite cabane là, et je pouvais aller faire des randos sans la Poulka. C'était encore plus bonheur, quoi. J'avais oublié à quel point ça pouvait être bien d'être partir libre, en fait. Je partais avec rien, un mini sac à dos et c'est tout, quoi. Mais même pour 2 heures, quoi. C'était pas des randos longs, mais juste aller skier sans rien, quoi. Tirer. C'était trop bonheur. Trop bien. Je m'étais promis que je retournerais dans le Padjelanta. Et tu y es retournée depuis? Ah ouais, j'ai pas fini de vivre encore. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être un conseil que tu me donnerais pour préparer mon expé, ou une fois que j'y serai? Si ça doit tenir en un mot, que ce soit avant ou après, c'est anticiper. C'est ça. Être super rigoureuse. Carré. Merci d'avoir écouté cette interview. Merci beaucoup Nathalie d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver son ouvrage 71 et autres faits divers sur son site internet directement, que je mets dans la description. Vous pouvez retrouver également les autres récits de ses voyages à travers le monde, ainsi que le film documentaire réalisé par Damien Artero. Je vous mets également le nom du réalisateur dans la barre d'infos. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines interviews et puis plus tard les vidéos de préparation de mon expédition. Vous pouvez soutenir mon travail de vidéaste via Patreon en vous abonnant à mon compte pour regarder mes vidéos sans pub, ou alors via Tipeee. Merci beaucoup et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!